Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, euh, dans sa totalité, évolue avec des rythmes différents et ces différences sont fondamentales comme voilà, dans une famille les différences entre chaque personne qui constitue la famille fait que la famille a voilà ce- une façon d'exister particulière. C'est la même chose dans un village. Voilà, dans un village, il faut que nous soyons tous différents, voilà, avec des particularités. Et c'est grâce à ça que, ben voilà, il y a ceux qui sont aptes à devenir le maire du village, d'autres qui vont être aptes à être les médecins, les pharmaciens, les commerçants, d'autres qui vont pour avoir l'aptitude à entretenir les routes, etc., etc. Voilà. Et c'est pareil à l'échelle d'une nation et c'est pareil à l'échelle de l'humanité. Nos, nos différences entre un Inuit, un, un Allemand, un Américain, un Gabonais, voilà, peu importe, ces différences sont fondamentales pour l'évolution. Et nous travaillons tous pour l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Sans le savoir, on n'est pas conscient réellement de ce que nous réalisons clairement. On croit qu'on travaille pour soi, que, voilà, que notre arrivée sur Terre, c'est on peut voilà, penser que ce que nous faisons, c'est égoïstement pour soi-même, ou pour sa famille, ou pour son clan, ou euh, sa, pour sa communauté, pour son pays, etc. Ou pour les plus altruistes, euh, pour, euh, pour, pour l'humanité, pour travailler pour voilà, ceux qui portent secours à leurs frères que n'importe où dans le monde et réciproquement pensent que c'est c'est pour voilà, Sœur Teresa, Mère Teresa par exemple, elle avait la conviction qu'elle travaillait pour peut-être pour le Christ, peut-être pour les gens des bidonvilles, etc., etc. Mais en réalité, c'est pour l'humanité qu'elle travaillait, sans le savoir. Et c'est cette, cette, cette façon de, de se positionner dans l'humanité est importante, même si c'est voilà, cette illusion de travailler pour soi-même, pour son clan, pour son groupe, pour son village, pour son pays, etc. Cette illusion, elle est nécessaire d'une certaine façon parce que euh, c'est difficile de se hisser au niveau de l'humanité parce qu'on voit bien que le système est organisé de façon à ce qu'il y ait des antagonismes. Nous sommes encore primitifs dans ce sens-là. Nous sommes encore comme à nos origines primates. Lorsque nous étions des primates naturels, eh ben, le clan, notre clan devait se distinguer du clan à côté, etc. Voilà. Et on était dans ce type d'antagonisme. Donc on voit bien que cet antagonisme dans l'évolution de l'humanité a évolué aussi à un autre niveau. Et donc d'une nation à une autre, nous pensons antagoniste, nous pensons que l'autre, ça peut être notre ennemi. C'est ce qui se passe actuellement, voilà, avec
les guerres qui constellent cette planète, certains pensent qu'ils sont ennemis. En réalité, ce conflit travaille pour l'humanité, travaille à travers le négatif, mais en même temps, il travaille à l'évolution de l'humanité vers sa perfection, aussi curieux que ça puisse paraître. Et en fait, ils sont des partenaires, les deux ennemis qui se tuent, malheureusement, sont finalement des partenaires dans l'évolution de l'humanité. Et comme ils agissent inconsciemment, ce sont des partenaires par le négatif, par la violence, par la tuerie, par tout ce qu'on veut. Voilà. Et alors, pour démontrer un peu, ou pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages et parfois sur des émissions de radio. La plupart du temps, jusqu'à présent, j'ai travaillé sur France Culture. Et là, ben justement, j'ai travaillé sur... j'ai utilisé l'émission de Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney sur France Culture, qui est passée le samedi 13 mai 2023 et qu'il avait intitulé Fraternité pas si simple. C'est compliqué d'aller vers la fraternité, mais c'est ce vers quoi l'humanité va. Quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, eh bien cette ultime perfection, c'est entre autres la fraternité absolue. Le fait que l'humanité parvient à la fraternité totale. Les hommes qui ne sont plus des loups pour les hommes. Voilà un monde de paix absolue, de paisibilité, de fraternité et d'amour du prochain. On parviendra à cela. Donc, cette émission, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney avait invité Alexandre de Vitry, chercheur en littérature. Et donc, je vais reprendre l'écoute de cette vidéo. Nous avons vu que la fraternité a été une des grandes valeurs de la Révolution française. C'était liberté, égalité, fraternité. Voilà, était sur le fronton et Alexandre de Vitry a montré l'ambiguïté qu'il y avait derrière cela. Mais en même temps, il démontre l'espoir qu'il y a derrière cette fraternité. Et puis on voit qu'au XIXe siècle, il y a eu toute une veine qui voit devant les progrès techniques, les progrès sociaux, les progrès humains qui étaient réalisés, avait la vision que ces progrès entraînaient l'humanité vers une fraternité universelle. Et œuvrer dans ce sens-là. C'est ce qu'on peut retrouver chez les philosophes comme Saint-Simon, chez des penseurs comme Fourier, etc., etc., Marx, Engels. Voilà, c'est toute cette vision qui voulait travailler à la fraternité et imposer la fraternité poser les fondements de cette fraternité. C'est ce qui a conduit, au fond, à la commune, à la grande révolte de la commune. Il voulait installer un monde avec tous les idéaux qui circulaient à l'époque, et malheureusement, ça s'est imposé de façon brutale et ça ne peut pas fonctionner. Donc, cette brutalité a reçu en face la brutalité du monde réactionnaire qui ne voulait pas de cette progression aussi brutale, qui voulait sans doute pas même de cette progression vers la fraternité, vers l'égalité homme-femme, vers tout ce que promettait justement la commune. Et on voit bien que dans la commune, Lamartine, Victor Hugo, etc., Courbet,
les penseurs de l'époque, une grande partie des penseurs de l'époque, des créateurs, des créatifs de cette humanité, euh, s'étaient rangés derrière cette évolution. Donc je mets en route l'écoute et on est arrivé à la 40e minute sur 59. Il reste 19 minutes. On va écouter et je commente éventuellement. Je découvre en même temps là ce que j'ai pas écouté jusqu'à cette certain moment. Ce sont des pages vraiment magnifiques, glaçantes de Marx, très précoces, je disais. C'est le premier à développer une critique de ce type, c'est-à-dire ce que j'appellerais une critique de gauche de la fraternité, en fait. Voilà, Marx a un peu inventé cette critique, et d'ailleurs, le mot frère va disparaître du vocabulaire marxiste, alors que le jeune Marx s'intéressait à la fraternité, et d'ailleurs, dans les milieux marxistes et communistes par la suite, c'est comme camarade qu'on s'interpellera, et plus comme frère. On commence de parler en 48 de sororité. C'est le problème. Nous n'avons pas encore évoqué cela. La fraternité, c'est un mot d'homme. Alors certains proposent l'adelphité, du mot grec adelphos, qui est plus large. Certaines voix émergent dès la Révolution de 48 pour dire que c'est un peu trop masculin de parler de fraternité. Oui, c'était déjà d'ailleurs le cas lors de la Révolution française, elle aussi. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges et d'autres encore voient dans cette idée de fraternité une notion à nouveau ambiguë. C'est-à-dire que la fraternité, c'est aussi un mot qui peut dire une sorte d'ouverture intersexe, d'ouverture du corps politique au-delà du seul peuple des hommes. Mais justement, comme vous l'avez dit, dans sa formation même, ce mot est marqué par le masculin. La fraternité est virile par sa racine même, et par là pose un problème en quelque sorte indépassable, et qui nous occupe encore aujourd'hui, avec ces deux termes de sororité et d'adelphité que vous avez mentionnés. Mais l'un, la sororité, qui d'ailleurs a un peu plus pris dans les discours qu'adelphité, parce qu'il y a un radical qui nous est tous familier, mais la sororité reconduit en quelque sorte de façon symétrique le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la fraternité, parce que la sororité va exclure ceux qui auparavant excluaient les femmes, les hommes, alors qu'adelphité donne en quelque sorte l'espoir d'un dépassement dans, disons, le neutre de cette exclusion mutuelle. Mais il prend moins. Tout ça, en tout cas, nous montre cette espèce de lutte un peu dans le langage aujourd'hui, que ces problèmes sont très vifs, très actuels, et qu'ils nous concernent au premier chef. Voilà, alors c'est très intéressant, évidemment, c'est des questions sémantiques. La fraternité, évidemment, il y a cette idée de frère, donc qui exclurait les sœurs, en fait, mais en fait, c'est pas le. C'est qu'un petit problème terminologique en somme. Alors évidemment, l'évolution maintenant, elle va vers d'abord l'égalité homme-femme, entre les femmes, intersexes, et puis l'évolution des gens qui ne se reconnaissent pas dans les sexes tels qu'ils sont établis, etc. Et tout ça doit rentrer dans cette fraternité. Alors sororité, évidemment, c'est sans doute le sens qui est le plus approprié aujourd'hui. Mais la fraternité, malgré tout, c'est pas un nom qui était exclusif, il était inclusif. Et la fraternité qui était sans doute employé ce terme dans l'ex-URSS faisait que les peuples qui composaient cette union des républiques soviétiques, qu'ils soient polonais, kirghizes, euh, roumains, russes, afghans, enfin pas afghans, mais ouzbeks, etc. Tout ce qui appartenait à cette identité de l'union des républiques socialistes, etc., était, était une tentative de fraternité. Et une tentative, à mon sens, réussie pour la fraternité. La fraternité fonctionnait, c'était l'ambiance. Je pense que l'ambiance dans les années 50, 60, 60 jusqu'à 70, il y avait cette idée de fraternité qui était là. Alors, dans cette idée de fraternité, malheureusement, elle a été massacrée
par l'autorité, par la dictature de la Russie, qui, en tant qu'organisateur de cette fraternité, n'a pas été au bout de cette véritable fraternité, en offrant la liberté, en permettant la liberté en parallèle à la fraternité. L'égalité donc aussi entre entre tous, peut-être elle était recherchée cette égalité à cette époque-là, mais le fait de vouloir imposer cette fraternité par la force, sans laisser la liberté de choix des pays qui voulaient peut-être s'émanciper ou être plus libres, etc., etc. Donc, tout ce problème-là a abîmé cette idée d'égalité. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est, à mon sens, que l'histoire, là actuellement, on a une vision négative de la Russie, du communisme, etc. Il y a quelque chose qui est, il y a un rejet systématique sans vraiment réfléchir au fondement de ce qu'il y avait derrière. Et ce fondement, je pense que l'histoire le remettra vraiment dans sa réalité. Et on verra à quel point la proposition du monde soviétique, la proposition qui déclinait du communisme, avait des choses positives. Voilà. Mais évidemment, les choses négatives l'ont emporté. Je continue. Voilà. Vous êtes, Alexandre de Vitry, spécialiste de littérature, de l'histoire littéraire, donc je voudrais que nous nous attachions pour finir, à la fin de cette émission, à un certain nombre de reflets dans la grande littérature de cette question de la fraternité dont nous parlons ce matin. Et bien sûr, il faut s'attarder un moment sur Victor Hugo, comme vous le faites dans votre livre, Les Misérables, qui était d'abord Les Misères. C'est un livre qui a été commencé avant 48 et achevé après, ce qui n'est pas sans importance. Achevé après une longue interruption, en effet. Et donc, il y a 2 campagnes d'écriture, comme on dit, des Misérables, qui d'abord s'appelaient Les Misères. Et le Victor Hugo qui achève Les Misérables n'est pas du tout le même que celui d'avant 1848. Le contexte de l'écriture de ce livre est vraiment capital. C'est le Victor Hugo exilé pendant le Second Empire, qui écrit et publie Les Misérables. Et il écrit un livre qu'il présente comme un grand livre de la fraternité, un livre ayant pour base la fraternité, c'est sa formule, et qui est écrit au moment où plus... Voilà. Victor Hugo qui a été exilé, Victor Hugo qui a été maltraité par le monde réactionnaire, par les puissants de leur époque, même s'il a pris part, etc., à la vie active. Mais on voit bien que dès qu'on dérange les puissants laissent la liberté du côté libéral du monde. Dans le monde libéral, les puissants, ils laissent la liberté, ils accordent une certaine liberté à la critique, etc., etc., jusqu'à un certain point. S'il remet en cause la domination, le pouvoir, tout ce que le monde réactionnaire dominant possède, la possession, toutes les possessions de ce monde, alors là, il devient extrêmement violent, il devient un criminel, il n'a pas peur de faire tomber qui que ce soit. Hein. Voilà, on le voit aux États-Unis, quand un chef d'État, il peut être victime du système réactionnaire sans problème, quoi. Voilà, donc en fait, ce sont des faux doux. Voilà, le libéralisme est un faux doux, c'est ce que je veux dire.
Personne ne croit à la fraternité. Après juin 48 précisément. Il dit lui-même, les misérables ont la fraternité pour base et le progrès pour cime. Dans une lettre à Lamartine, ce qui n'est pas anodin pour le sujet qui nous occupe, En 1862. au moment de la publication du roman. Le livre est donc une réponse, un peu comme ce que nous disions au début de l'émission, à l'inactualité de la fraternité. C'est parce que le monde dans lequel vit Napoléon est privé de la fraternité qu'il faut écrire Les Misérables, c'est-à-dire rendre la fraternité au mythe, redonner la possibilité à l'avenir qu'elle réémerge dans la vie, c'est d'abord la faire vivre dans un roman. Voilà, alors c'est exactement le mécanisme de la mécanique universelle. Le monde tel qu'il est là montre pas du tout ce que je prône sur la mécanique universelle, ou pas prône, mais ce que j'éclaire sur la mécanique universelle, que l'humanité va vers son ultime perfection. Eh ben, et je dénonce toutes les injustices du monde tel qu'il est actuellement. Mais c'est nécessaire en réalité de faire, d'être anti-actuel en fait. Le monde est tel qu'il est, c'est une chose. D'ailleurs, ça serait une réflexion importante euh, sur le monde du néolibéralisme. Le néolibéralisme a ramené à et on le voit dans les jeux, dans les jeux à la télévision, dans la façon dont la télévision est organisée, par exemple. Les jeux, ils mettent en compétition il n'y a pas de fraternité, justement. Ils symbolisent le monde tel qu'il est. Il n'y a pas d'idéalisation. Dans les années 70 ou dans les années 50-60, le cinéma même était dans une sorte d'idéalisation. On montrait, voilà, Monsieur Smith au Sénat ou quoi que ce soit. Il montrait bien le côté un peu négatif des choses, mais il y avait un idéal qui était poursuivi. Là, dans la nouvelle façon de se comporter, dans certains jeux, il faut détruire l'autre. C'est plus, voilà, c'est qui veut prendre sa place, qui veut prendre, etc. Bon, ça veut tout dire. Ça veut dire que on n'est plus dans un système de fraternité. On montre, la société actuelle, là, et les médias et le cinéma montrent le monde tel qu'il est. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus de projection. Et donc, le monde n'a plus d'idéal, en fait. Et ça rend complètement fou, en réalité, parce qu'on voit le monde tel qu'il est, mais on revient à l'époque du moment où nous étions des primates. Là, le monde, il est comme ça, et il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas un futur, il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas de prospective positive pour un avenir meilleur ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui rend fou l'être humain, parce on n'est pas constitué pour ne pas avoir d'idéal. Voilà, et c'est quand on voit les films, je sais pas, je les ai pas vus en fait, je regarde pas trop ce cinéma-là, mais les chaos, des moments où il y aurait plus où après la guerre ou après une explosion, les gens redeviennent des sauvages, chacun pour soi, ils s'organisent en clan, enfin ça devient quelque chose d'un peu terrible, quoi, la vie comme ça, chacun doit défendre son beefsteak, on retourne vers un égoïsme de cet ordre-là. Et ça correspond en fait à nos origines, mais ce n'est pas notre idéal. Notre idéal est vraiment à notre niveau. Et donc la mécanique universelle, c'est ramener de l'idéal, c'est ramener de l'idée que l'humanité va vers son ultime perfection. En fait, c'est ça, c'est ramener une vision sur le futur, sortir de cet immédiat, parce que c'est un immédiat l'immédiat, c'est ce vers quoi nous allons. Mais un immédiat parfait, un immédiat
de paix, un immédiat d'amour, un immédiat de sérénité, un immédiat, pas un immédiat animal, sur le qui-vive, etc., qui vit comme ça dans un état de danger, dans un état de précarité ou de danger permanent. Donc, voilà. Avec l'ampleur du mythe. Et vraiment, s'il y a bien un roman de cette époque-là qui a quelque chose d'une nouvelle mythologie, c'est bien Les Misérables. Eh bien, vous nous incitez visiblement à ce que nous donnions à entendre un extrait très fameux des Misérables. C'est le moment où Monseigneur Myriel se comporte à l'égard de Jean Valjean, le forçat, de la manière que l'on sait. C'est vraiment une illustration de la fraternité vue par Victor Hugo. J'emprunte cet extrait, une adaptation due à Roger Pilaudin avec... Et voilà, Victor Hugo, il avait vu aussi la beauté de la spiritualité et la dureté du monde, du monde laïque, en somme, avec le commissaire qui, voilà, d'un côté, il y a le curé qui va le défendre, et puis qui va défendre Victor Hugo, et de l'autre, il y a Javert qui représente cette autorité laïque, en fait. Hein. Et donc, il y a cette vision spirituelle de Victor Hugo qui était très juste. C'était loin d'être comme on peut penser, comme on voit les penseurs actuels qui vont bouffer du curé sans en comprendre l'importance dans l'évolution du curé ou de l'imam ou du rabbin. Peu importe, leur importance, elle est fondamentale dans l'évolution de l'humanité. Henri Roland, dans le cadre de l'ORTF, le 12 mars 1962. Monseigneur, votre grandeur, c'est elle où est le panier d'argenterie? C'est l'homme d'hier soir qui l'a volé. Oh, l'abomination, il nous a volé notre argenterie. Et d'abord, Madame Magloire, cette argenterie était-elle à nous? Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment. Hélas, Jésus, recevoir un homme comme ça et le loger à côté de moi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Oh mon Dieu, ça fait frémir quand on songe. Entrez. Oh, bonjour, brigadier. Monseigneur, nous avons trouvé cet homme-là. Oh, vous voilà, monsieur Valjean. Je suis aisé de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Madame Magloire, allez les chercher. Bien, Monseigneur. Monseigneur, ce que cet homme disait était donc vrai? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, et il avait cette argenterie. Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Oui, je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Monsieur le brigadier, messieurs, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Au revoir, brigadier. Au revoir, messieurs. Attendez, un instant, monsieur Valjean. Je voudrais encore vous dire un mot. N'oubliez pas. N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. On peut parler peut-être ici d'une sorte de transmission inaugurale de la fraternité dans Les Misérables de Victor Hugo. Ça fait une sorte de baptême, et le baptême, c'est ce qui fondait la fraternité. C'est globalement ce que de nombreux prêtres ou de nombreux rabbins ou de nombreux imams peuvent faire dans l'existence quand ils sont complètement imbibés du divin, de l'idée du divin. Parce que c'est ça la réalité. Et ils ont donné cette image tout au long des millénaires de l'évolution. Dans les premiers siècles du christianisme, Jean Valjean se trouve chargé d'une mission fraternelle par cette première partie des Misérables inaugurale où l'évêque de Digne va, par un geste de surenchère fraternelle, parce que la fraternité c'est toujours une surenchère, en tout cas la proposition religieuse allait toujours un peu plus loin que ne le voudrait la simple solidarité sociale.
Vous faites un sort aussi, bien sûr, à l'œuvre de Baudelaire, en évoquant la dédicace des Fleurs du Mal. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Et vous avez démontré que, apparemment, louangeur pour Victor Hugo, au début, Baudelaire, en réalité, dans une lettre intime à sa mère, en dit pique-pendre. On dit pique-pendre, précisément, c'est la thèse que j'essaye de défendre, parce qu'il y a un différend autour de cette question du fraternel et de la fraternité. Baudelaire se cherche des frères lui aussi, mais il veut des frères choisis, des grands génies à travers les âges, et pour ce faire, il doit refuser la fraternité humaine. Donc, voilà, alors ça, c'est très intéressant, parce que ça, c'est l'orgueil, c'est le narcissisme, c'est l'élitisme, c'est le côté qui ne peut, par rapport à l'image, le spirituel, il est du côté de l'humilité, il est du côté justement d'une fraternité absolue, de celui qui va pouvoir laver les pieds de la prostituée, et ce que fait par exemple le pape François quand il va en prison et qu'il lave les pieds d'un prisonnier, etc. Symboliquement, voilà, il explique vraiment ce que sont les fondements du spirituel, parce que c'est valable dans toutes les religions, chez tous les véritables spirituels. Alors dans les spirituels, il y a des narcissiques, il y a de ceux qui se sentent supérieurs à autrui, etc. Et Baudelaire était dans cette idée de l'élitisme. Bon, il faut aussi de ces personnalités. Ça fait partie du monde. Voilà, il y a rien à. C'est critiquable dans le sens où on est tous égaux quand on y réfléchit vraiment, mais en même temps, il faut accepter que il y ait des orgueilleux comme ça, un monde d'orgueilleux comme ça, et qui n'a pas que ça. Baudelaire, c'est bien davantage. Donc il y a chez Baudelaire une sorte de conflit conscient entre toutes ces grandes acceptions de l'idée de fraternité, et Victor Hugo, c'est le contre-modèle absolu pour ce Baudelaire-là. On pourrait suivre la trace du côté de vos autres grands hommes, Charles Péguy, y compris Romain Gary, vous avez des choses très intéressantes, mais nous n'avons pas le loisir d'y venir en détail. Je voudrais noter néanmoins qu'après 48, après la Commune, la Troisième République est un moment où il est moins fait usage à la notion de fraternité, où surgit une autre notion d'ailleurs très intéressante, qui transfère de l'ordre du principe à l'ordre du concret, peut-être cet effort de rapprochement des citoyens. Je pense à la solidarité, le solidarisme défendu par un certain nombre de pères fondateurs de la Troisième, en particulier Léon Bourgeois. Oui, il faut aussi également prendre en compte le développement de la sociologie dans ces années, qui a beaucoup contribué au développement d'idées de solidarité, qui est un des premiers concepts de Durkheim en particulier. Bien sûr, et ça c'est quand même vraiment important, l'arrivée de la sociologie, qui a ces grands, voilà, Durkheim, etc., puis Claude Lévi-Strauss, etc., qui sont partis dans le monde à la rencontre des autres, à la rencontre des autres cultures, et qui les ont montrés, qui ont montré notre fondement humain, etc. Donc ça a été majeur. Et là, actuellement, la nouvelle branche scientifique qui apporte une des nouvelles branches scientifiques, c'est par exemple l'éthologie, qui essaie de montrer, d'éclairer la vie de nos frères animaux, de nos frères voilà, des autres espèces, et montrer et éclairer de plus en plus leurs fondements, leurs émotions, leurs sentiments, tout ce qui fait qu'on a mis à distance pour pouvoir les maltraiter. Et donc, on va vers quelque chose comme ça. Et évidemment que l'éthologie, dans 100 ou dans 200 ans, aura permis de comprendre exactement le fondement d'un animal, pourquoi notre relation, que nous dit un chien notre chien quand il est là, ou un chat, voilà, on arrivera à communiquer avec eux, et à ce moment-là, on ne pourra plus maltraiter aucune autre forme d'existence. Et donc ça fait partie
de l'état de perfection dont je parle. Il y a la fraternité, entre nous, il y a l'amour entre les êtres humains qui sera à son absolu, qui sera à sa perfection, mais il y a aussi notre relation avec le reste du monde vivant. Et voilà. Particulier. Le bon, le plaît. Alors, il y a aussi toutes ces figures, le bon, le plaid, et d'autres figures plus obscures aujourd'hui, qui sont toutes animées par une réflexion sur le lien social et qui ne passent plus par l'idée de fraternité, en effet. Pourtant, c'est aussi le moment où elle s'institutionnalise enfin durablement dans la devise, puisque c'est la Troisième République. Donc c'est tout le paradoxe de la Troisième République. 1880. Oui. Le XXe siècle n'est pas Bon. en particulier. On va arrêter là pour cette vidéo et j'en reprends une derrière pour la fin. Merci de votre écoute. N'hésitez pas, si vous pensez que ce propos atypique, sans doute d'un état d'esprit autiste Asperger, sont intéressants, de mettre des pouces et de vous abonner et d'en parler autour de vous. Merci.